Coty et bienvenue dans cette série qui vous permet de retenir le vocabulaire essentiel à chaque objet d'étude au programme, en l'occurrence le théâtre, la poésie, le roman et la littérature d'idées. Alors ces mots vous seront utiles pour commenter aussi bien à l'oral qu'à l'écrit les textes que l'on vous proposera aux deux épreuves. Vous montrerez alors à votre examinateur et à votre correcteur que vous maîtrisez le vocabulaire approprié à ces épreuves. Alors, aujourd'hui nous allons aborder ce que l'on appelle la littérature d'idées, ou si vous préférez, tous les textes qui tournent autour de la dominante argumentative. Donc dans cet épisode numéro 2, nous allons cette fois-ci nous intéresser au type d'argumentation, plus communément ce que l'on va appeler l'argumentation directe et indirecte. Parce que vous allez voir qu'effectivement, l'auteur a deux stratégies possibles pour faire passer ses idées, ses thèses auprès de son lecteur. Commençons par l'argumentation directe. Comme son nom l'indique, l'auteur va exposer ses réflexions directement au lecteur, c'est-à-dire en son nom. Il va donc bien sûr utiliser son identité véritable. Vous allez avoir aussi comment on le repère, tout simplement parce qu'il dit « je » ouvertement dans son texte, et il va donc exposer sa pensée sans détour pour faire en sorte que son lecteur soit touché directement. Et cette stratégie d'argumentation directe, comme vous le voyez sur l'infographie qui accompagne l'épisode, vous allez la retrouver dans des genres littéraires que vous pouvez tout à fait avoir à exploiter, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. La première que vous devez connaître, c'est la maxime. Alors la maxime, c'est un genre littéraire bref qui va énoncer une vérité universelle sur des questions morales et politiques. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle l'argumentation directe, puisque l'auteur dit directement ce qu'il pense pour élaborer justement cette vérité qui touche n'importe qui. La pensée, vous connaissez, alors pour les maximes, j'ai oublié de dire, mais vous pensez et vous avez en tête les maximes de La Bruyère. Pour la pensée, vous avez les pensées de Pascal. Ce sont des réflexions brèves qui vont aborder des questions morales, philosophiques, toujours avec cette ambition d'avoir une portée générale, de faire réfléchir le lecteur. Et vous avez l'auteur, si on reprend l'exemple de Pascal, qui dit directement ce qu'il pense sur tel ou tel sujet. Pour ce qui concerne la préface, vous avez de nombreux auteurs qui vont privilégier justement cet espace pour présenter, défendre leur œuvre, leur vision de la littérature, leurs objectifs. Et ça, vous pouvez avoir un extrait d'une préface et qui va donc avoir forcément cette dominante d'argumentation, de surcroît directe, puisque l'auteur va exposer directement ses ambitions. L'essai. Tout le monde connaît bien sûr les essais de Montaigne. L'idée est d'exposer une opinion personnelle sur des questions diverses, des thématiques diverses, et qu'ensuite, justement, le lecteur s'en fasse une idée qui lui est propre. Ensuite, vous avez le discours, comme son nom l'indique. Vous avez un discours, bien sûr, donc on est dans le domaine de l'oral, et il va construire, selon différentes techniques de la rhétorique, on y reviendra dans l'épisode 3, toute une pensée, toute une thèse, et le but est de montrer ouvertement son opinion sur des sujets précis. Alors on pourrait en évoquer de nombreux, mais vous avez souvent, vous fait travailler des discours, par exemple, qu'a pu prononcer Victor Hugo, ces discours politiques pour dénoncer les injustices, la pauvreté à son époque, en l'occurrence au XIXe siècle. Vous avez aussi la lettre ouverte qui est destinée, comme son nom l'indique, ou du moins le suggère, qui est destinée à être publiée et adressée à un destinataire collectif ou particulier, mais souvent c'est une lettre ouverte qui passe par le biais, par exemple, d'un journal, et vous allez adresser ouvertement votre opinion sur un sujet précis. Le dialogue d'idées, comme son nom l'indique, c'est un échange qui est constitué de questions et de réponses entre deux interlocuteurs, et le but du dialogue d'idées, c'est de permettre l'affirmation d'une thèse, l'un des interlocuteurs essayant ou parvenant à convaincre et persuader l'autre qui va donc écouter l'exposition d'une idée bien particulière.
Le pamphlet, retenez bien aussi ce mot-là, et puis son orthographe, hein. C'est un écrit qui est assez bref, qui va être sur un sujet généralement, d'actualité ou du moins de l'époque en question, hein, de l'auteur et le pamphlet, retenez sa dynamique argumentative qui est surtout basée sur l'idée d'attaquer une personne ou une institution. Donc là, on est dans la dynamique, certes argumentation, mais avec une visée critique. Ça, c'est pour tous les types, hein, enfin, tous les genres littéraires qui vont tourner autour de l'argumentation directe. Alors, sans faire, de pronostic, mais bien souvent, on va vous donner, à l'écrit et puis bien sûr, selon le programme pour l'oral, des extraits, d'essais, de discours, plus communément et puis, aussi, donc des pensées, discours, et dialogues d'idées, hein. C'est ce qui est, souvent récurrent dans les textes qu'on vous demande d'analyser. Alors, si on a défini l'argumentation, directe précédemment, l'argumentation indirecte, et si on est logique, comme son terme l'indique, permet à l'auteur de présenter sa pensée par le détour d'une fiction. D'où le nom indirect. C'est-à-dire on va se servir de la fiction, des personnages, du cadre, de l'action, pour leur en donner un sens symbolique et faire comprendre de manière fictive au lecteur les idées, les thèses que l'on veut défendre. Et donc bien sûr, l'argumentation indirecte, vous allez, la, retrouver dans, des genres littéraires comme la poésie, le roman, le théâtre, qui peuvent avoir cette fameuse visée argumentative. Ces êtres de papier, ces êtres de fiction vont être l'occasion pour l'auteur, de manière déguisée, de faire, passer ses idées. Alors bien sûr, l'argumentation indirecte va être, selon les époques, privilégiée par les auteurs pour, vous en doutez, notamment éviter la censure. Et je pense, on va en parler tout à l'heure, hein, il y a un genre privilégié au XVIIIe siècle, on va, l'aborder. Et au sein de l'argumentation indirecte va se trouver le fameux apologue, hein, du grec apologos, qui veut dire narration. C'est un court récit, un apologue, un court récit qui a une visée didactique, c'est-à-dire qui a une visée, qui a pour but d'enseigner une leçon, de faire en sorte que le lecteur retienne, une idée, forte. Et donc, l'apologue, généralement, va mettre en scène, des éléments, symboliques, porteurs, d'une idée, facile aussi à retenir. Et l'apologue peut, à ce moment-là, prendre différentes formes que l'on va évoquer ensemble. La fable, que vous connaissez tous, bien sûr, la fable fait partie de l'argumentation indirecte. Le but est de créer à la fois un récit plaisant, mais aussi d'instruire sur des sujets divers. Et c'est la raison pour laquelle, si vous avez étudié, certaines fables de La Fontaine, vous aurez toujours cette même dynamique, entre le récit, donc la fiction, l'histoire, le corps, comme on dit communément, et puis la morale, qu'on appelle l'âme, hein. C'est la construction binaire souvent d'une fable, majoritairement. Vous avez l'histoire, suivie de la morale et le récit plaisant a pour but d'instruire, bien sûr, le lecteur. Donc premier, genre littéraire, bien sûr, qui fait partie de l'argumentation indirecte. Le deuxième que vous connaissez aussi, c'est le conte philosophique dont je parlais tout à l'heure, implicitement, qui a été privilégié au XVIIIe siècle par certains, philosophes pour éviter entre autres la censure. Le conte, comme son nom l'indique, est philosophique parce que le récit plaisant, le conte, a pour but d'aborder des questions, abstraites, d'amener à la sagesse, comme le terme philosophique, indique, hein, ami de la sagesse, phil sophia. Et donc le conte philosophique a pour but d'aborder des questions abstraites comme la tolérance, la réflexion sur la paix, la guerre, les injustices. Et c'est un moyen aussi, parce qu'on raconte un récit plaisant, de faire en sorte que le lecteur retienne beaucoup plus et beaucoup mieux l'histoire et en tire des leçons beaucoup plus constructives, parce qu'il va retenir les personnages, les intrigues, les différentes actions. L'utopie, c'est, un autre, aspect de l'apologue et donc de l'argumentation indirecte. C'est une fiction narrative, souvent allégorique, qui va imaginer une société idéale fictive, mais qui pourrait servir, d'exemple, justement, dans la réalité, de l'auteur et de son lecteur.
Vous avez des utopies, par exemple au XVIe siècle, Thomas More va écrire Utopia, réflexion sur une cité idéale où justement il y aurait une forme d'harmonie entre les hommes. Et puis à l'inverse, toujours dans l'argumentation indirecte, ce que l'on appelle la dystopie, vous en doutez un petit peu par rapport à ce qu'on vient de définir concernant l'utopie. La dystopie, c'est une fiction qui va imaginer justement une société cauchemardesque, néfaste, sombre et qui a comme but principal d'alerter le lecteur sur les dérives de notre monde, actuel, notre monde réel. Et donc, il y a toujours cette idée de, l'aboutissement de la fiction qui sert, au-delà du simple récit, à, construire une vraie réflexion chez le lecteur sur des thématiques fortes. Vous retrouvez, hein, donc, des dystopies, célèbres dans la littérature et je pense particulièrement au XXe siècle. Alors on pourrait citer, je pense que c'est des titres de romans qui vont vous parler. Par exemple, 1984 de George Orwell. On a aussi Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Excusez-moi pour la prononciation. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Voilà, ça c'est des exemples typiques de dystopie, c'est-à-dire de fiction, hein, qui imaginent, cette société, sombre, inquiétante, qui vont donc faire réfléchir forcément le lecteur sur notre réalité. Voilà pour dans cet épisode, vraiment la distinction que vous devez faire entre argumentation directe, indirecte. Donc votre cheminement dans l'épisode 1, c'était de baliser, hein, le texte argumentatif et ses composants premiers. Et maintenant, deuxième étape, toujours se poser la question, est-ce que j'ai affaire à une argumentation directe, indirecte, et donc quels sont justement ces différents biais que va utiliser l'auteur pour vous toucher, vous convaincre. Et justement, j'aborde ici, en utilisant ces deux derniers mots, toucher, convaincre, persuader, convaincre, ce que l'on abordera dans l'épisode numéro 3, en l'occurrence les différentes stratégies argumentatives, et ça va être pareil des composants importants pour construire votre commentaire aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Mais là, je vous laisse découvrir l'épisode 3 de cette série de Clap Lexique. Et puis je vous dis donc à très vite sur Clapotis.